Thérèse, scène 1, Maxence. Bonjour Thérèse, comment est-ce que vous vous appelez non, comment... C'est le réflexe. En quelle année êtes-vous née, Thérèse? 1933. Le 27 novembre 1933. Et comment s'appelaient vos parents? Ben, mon papa, il s'appelait Abdelhafid, il est algérien. Ok. Et ma maman, elle s'appelait Maria, elle était italienne. Bonjour. Bonjour mademoiselle. En quelle année êtes-vous né? Je suis né le 2 septembre 1929 à Voiron. Pourquoi vous êtes venu habiter en France? Ben non, je suis née à Voiron. Et ma maman, elle est morte quand j'avais 5 ans. J'ai aucun souvenir d'elle, tu vois. En quelle année votre père est-il né? Il est né en 1899. D'accord. Oui. Parce qu'à l'époque, on ne guérissait pas les maladies comme maintenant. Elle est morte tuberculeuse. Et mon papa, ben, il a fait ce qu'il a pu. J'avais un frère, qui est décédé maintenant, bien sûr. Il ne savait pas quoi faire de nous. Il nous a mis dans un établissement. Un orphelinat? C'est ce qu'on appelle un orphelinat, qui est à Voiron. Du reste, la rue s'appelle la rue des Orphelines. C'est ma rue, en somme. Qu'est-ce que ça fait que le nom d'une rue porte le nom de votre père? Bien sûr, je suis très heureux, bien sûr. C'est mon père. Mon père a eu une classe importante sur Voiron puisque maire en 19... D'abord rentré en 1934 au conseil municipal, maire en 1939, et il a été également député sur la fin de sa carrière parce qu'il a été député seulement quelques mois puisqu'il est mort en 1967. Ce qu'il avait en lui, c'est-à-dire l'approche des gens, le social, il a fait rendu beaucoup de services à beaucoup de personnes. Sa vie, c'était ça. Sa vie, c'était en fin de compte, comme il était un ancien instituteur, il a fait ressortir ce qu'il aimait, quoi. Les enfants, les gens. On allait, comme on dit, pour gagner de l'argent, on allait aux enterrements. On manquait l'école parce qu'on allait aux enterrements et les familles nous payaient pour venir aux enterrements. Et je me souviens qu'un jour, il y avait un prêtre au cimetière, un jeune prêtre. Il dit, qu'est-ce qu'elles font ces petites-là? C'est de nous. Leur place, c'est d'être à l'école. Et la sœur, elle avait répondu, elles rattraperont le temps perdu. Et le prêtre avait dit, il était scandalisé, le prêtre. Seulement, je suis toujours souvenu de ça. Apprenez, ma sœur, que dans ce domaine-là, le temps perdu ne se rattrape jamais. Et par rapport à l'affaire Jourdan, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce que j'ai su, c'est que des étudiants à l'École nationale, qui faisaient leurs études à l'École nationale, sont venus chez les Jourdan. C'était une famille de miliciens. il y avait donc deux ou trois jeunes de l'École nationale qui venaient chez les Jourdan tous les dimanches pour manger et passer. Donc, ils étaient très très bien reçus.
chez la famille Jourdan. Et ce qui s'est passé, c'est que la résistance, sachant que ces jeunes venaient chez les Jourdans tous les dimanches, ils leur ont dit, vous êtes obligés de les massacrer. Et ces jeunes sont allés donc un dimanche chez les Jourdans et ils ont tué toute la famille. Toute, même le bébé. Ils ont été fusillés après par la milice. On les a emmenés à Lyon. Ils ont été à la prison. Je crois que c'est la prison Saint-Luc. Je me souviens plus. Ils ont été fusillés. Faut bien dire. Exécutés, je dirais. Hein. Exécutés. Et il n'y a qu'une petite qui s'en est tirée parce qu'elle avait mon âge. Elle était chez ses grands-parents à Moiran. Il y a une plaque, il faut que j'aille voir. Il y a une plaque commémorative là-bas. Hein. Et du coup, vous avez assisté à cet enterrement? Oh, bien sûr, parce qu'on allait à tous les enterrements. Et je me souviens très bien, nous, on était devant. Et la croix, elle existe toujours à l'orphelinat. Moi, j'étais petite, la grande, elle portait la croix. Alors, il y en avait, on était comme ça. Une, comme ça. Et je me souviens qu'il y avait un Allemand à côté de moi. Moi, j'étais terrorisée, moi. Il marchait à côté de moi, j'étais petite, il avait ses bottes, il avait un fusil. Alors, de temps en temps, on s'arrêtait. Et je lui ai dit, je me rappellerai toute ma vie, je lui ai dit, vous n'allez pas me tuer? Alors il me dit non. Mais j'ai dit, parce qu'on m'a dit que les Allemands, ils tuaient tout le monde, j'ai dit. Alors il m'a dit non. Et avec le recul, je ne savais pas, je croyais, il parlait le français puisque j'ai compris. Il m'a dit, j'ai une petite fille comme toi. Et j'ai compris que cet Allemand, que cette guerre, ce n'était pas sa guerre. Il était là, comme ça, quoi. Un jour, un officier allemand se présente et dit à mon père, la guerre n'était pas terminée, les Français étaient encore à Vorep. Donc il y avait des échanges d'obus entre Voiron et Vorep, ou Vorep et Voiron. Les Français ont arrêté une espionne allemande. Si vous ne la faites pas libérer dans les 48 heures, nous arrêtons 100 femmes, c'est ce qu'ils ont fait, dont maman, dont ma mère, et nous les fusillons. C'est quelque chose qui n'est pas souvent été dit sur Voiron. C'est passé un peu, mais c'était une période pour nous, bien sûr, surtout pour mon père. Il a fallu qu'il se fasse conduire par les Allemands à Vorep, qui discutent pendant des heures avec l'officier français qui ne voulait rien savoir. Et puis, en fin de compte, tout s'est arrangé. Ces Voronaises, ces 100 Voronaises ont été libérées. Notamment, je me souviens, c'était la femme du boulanger de notre quartier, qui criait dans Voiron, on ne fera plus de pain sur Voiron, on ne fera plus de pain, vous allez vous mourir, on ne fera plus de pain sur Voiron. Voilà, ça a été cette période-là. Ensuite, mon père a été obligé de quitter la mairie, puisque Vichy l'a renvoyé, donc, en disant que vous ne serez plus maire de Voiron. Ils ont nommé une autre personne à sa place. Ça passe une année, ça passe 2 années. Et mon père, déjà, la résistance commençait dans le secteur. Souvent, il se déplaçait à Grenoble, où déjà des réunions se faisaient entre résistants, notamment tous ceux qui allaient faire le Vercors après. Là, il m'envoie donc en pension à Beaurepaire, au cours complémentaire de Beaurepaire. Et maman et mes deux sœurs, il les met à Orléans, cachés. On va se cacher. On se cache. Donc votre père, il était résistant? Ce que je sais surtout, c'est que dans cette partie de la résistance, il était le commandant Dumont, son nom de guerre, c'était le commandant Dumont, commandant civil, commandant Dumont de la zone nord du Vercors. Et c'était Chavant qui était le grand patron du Vercors et qui dirigeait tout le Vercors. Ce qu'il m'a raconté surtout, c'est le fameux parachutage de Vassieux, où les Français devaient parachuter des armes
et des munitions, des armes et de la nourriture à tous les résistants qui étaient sur le plateau du Vercors. Malheureusement, ce sont les Allemands qui sont arrivés. Et là, ce qui s'est passé, ça a été terrible, puisque les Allemands, ils ont mitraillé. Beaucoup de morts, beaucoup de tués, parce que les résistants se glissaient sous les camions, et ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et mon père a eu l'idée de ne pas glisser avec ses hommes sous un camion. Il est parti dans les champs de pommes de terre en rampant pour aller dans un bois. Et là, ils sont restés 8 jours dans un bois, sans boire ni manger. Ils n'avaient rien. C'est fou quand même. Alors manger, ils mangeaient des petits trucs comme ça, mais boire. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est quand on a soif, si on a vraiment soif et qu'il n'y a pas d'eau, qu'il ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on boit son urine. Alors, ils se sont sauvés comme ça, donc, pendant 8 jours. Et au bout du 8e jour, une femme de Rancurel, parce que Rancurel, c'était son PC, une femme de Rancurel est montée avec une grosse marmite de soupe et sont jetés dessus. Voilà, c'est à peu près la seule chose que je sais sur Vassieux, parce que vous savez, Vassieux, ça a été terrible. Les Allemands ont massacré tous les hommes, les femmes, les enfants de Vassieux. Toute la population de Vassieux a été tuée. C'est un véritable héros, votre père. Je ne dis pas c'était mon père, c'était Ouais. un héros. Je ne vois pas ce que c'est qu'un héros, en fin de compte, quand on fait des choses qu'il faut faire. Quand il était maire de Voiron, il n'a pas fait en tant qu'héros, il l'a fait en tant que politique. Ouais. C'était sa destinée, voilà. D'accord. La maîtresse me dit, Thérèse, tu vas faire la gym. Mais moi, je n'ai pas voulu la faire, la gym, parce que j'ai eu peur que tout le monde se moque de moi. J'ai pas voulu, alors la maîtresse m'a emmenée chez la directrice, justement, chez Mademoiselle de Nantes. Ça a été l'horreur, l'horreur, l'horreur. Je suis restée toute la journée sans manger. Toute la journée. Avec les mains sur la tête, marchant à genoux, et je devais dire, je suis une enfant du démon, je vais aller en enfer. Puis je le croyais, moi. Je le croyais, moi, puisqu'elle me le disait, moi. Mais en fait, c'était pas de leur faute quand même. Elles avaient été formées comme ça avec. Voilà. C'est horrible, vraiment. Comment ils peuvent traiter une jeune fille quand même? Oh, maintenant, ça serait maltraitance à l'enfant, hein. Bah oui. Ça serait ça, oui. Mais enfin, bon. Faut bien dire, les religieuses, elles avaient beaucoup d'enfants à s'occuper. Faut bien dire. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. C'est ça. C'est ça. Et puis j'avais mes copines et tout ça. Je te dis, quand mon père est venu me chercher, ça a été un traumatisme terrible. Et pour vous, aujourd'hui, c'est quoi le bonheur? Le bonheur? Le bonheur, c'est quoi? C'est pas d'abord quelque chose de permanent. On a des élans de bonheur, tu vois, mais ça peut pas être permanent, autrement c'est pas le bonheur. Voilà. Tézier tourne, serré tourne. Si. Tézier tourne. Morgane Tézier, scène 4. Vous avez eu combien d'épouses ou avez-vous eu Moi, j'ai eu des épouses, j'en ai pas eu 36. Hein. ou avez-vous eu genre des oui. relations amoureuses Des relations amoureuses? quand vous étiez jeune? Ah, quand on était jeune. Ben, vous savez, on est tous pareils. Hein, de toute façon, j'ai eu, surtout quand j'ai vécu à Paris, là, près de 3 ans, je ne me suis pas ennuyé. Hein. Et est-ce que vous utilisez beaucoup de mots d'argot? Genre un peu comme nous, quand tu dis à quelqu'un que tu es amoureux, tu dis « je suis en crush ». Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes amoureux, vous dites que vous êtes en crush. Je ne connais pas.
Ou quand vous trouvez quelque chose de gênant, vous dites cringe. Je connais pas. Ou des fois, il y a des jeunes qui disent, des fois pour bonjour, ils disent wesh. Salut. Une fille, oh, tu me plais, hein. C'est ouais. Caméra, Nathan, Sato. Thérèse, Senkat, Nathan. Et quel est le lien avec ce lac que vous avez? Mais je l'adore, tout simplement, c'est mon lac. À Bilieu, je viens tout le temps, c'est mon lac. Est-ce que vous vous sentez voironnaise? Mais bien sûr, parce que quand je suis partie des décennies loin, quand je suis revenue, j'ai presque embrassé la terre, tu comprends, hein? C'est votre ville. Oui, c'est ma ville. Oui, c'est ma ville, hein. Comme je dis, le lac, c'est mon lac. Et Sophie nous a dit que vous lui avez récité une poésie. Tout homme a ses malheurs, mais aux yeux de ses frères, chacun d'un front serein déguise ses misères. Chacun ne plaint que soi, chacun dans son ennui envie un autre humain qui se plaint comme lui. À nul des mortels ne mesure tes peines, ils savent les cacher comme tu caches les tiennes, et chacun, l'œil en pleurs et le cœur douloureux, se dit « excepté moi, tout le monde est heureux ». Ils sont tous malheureux, leur prière importune crie et demande au ciel de changer de fortune. Bientôt ils changent, mais versant de nouveaux pleurs, ils voient qu'ils n'ont fait que changer de malheur. André Chénier. Merci beaucoup pour cet entretien. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous parler. Vous êtes une personne très intéressante. Votre histoire est très intéressante. C'est très gentil de me le dire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Eh ben, merci. Eh bien, voilà.